Bonjour et bienvenue pour la capsule d'astrologie pour la pleine lune du 9 février 2020. Donc pour cette pleine lune, premièrement, sur la nouvelle lune qui vient de se passer le 24 janvier, c'était une pleine lune extraordinaire, une nouvelle lune extraordinaire. Pour moi, beaucoup d'énergie. Donc tout ce qui avait été parlé, si vous n'avez pas vu cette capsule, je vous conseille fortement de la regarder car elle est très intéressante et le travail de la pleine lune qui s'en vient poursuit en quelque sorte ce travail. On sait que très souvent, la nouvelle lune, c'est un moment où c'est le début de quelque chose qui va grandir, où la lune va grossir là, quelque part et va, en fait, marche vers la pleine lune où elle accumule des énergies de plus en plus. Et donc, cette fois-ci, c'est tout particulièrement vraiment ce qui se passe, surtout quand les nouvelles lunes sont en début d'un signe, comme c'était le cas. La nouvelle lune se trouvait donc à 4 degrés en Verseau. Et là, au moment de la pleine lune qui s'en vient le 9 février, le Soleil sera à 20 degrés en Verseau. Donc, il y a toute une progression du travail en Verseau. Évidemment, la Lune de son côté sera en face dans le signe du Lion, aussi à 20 degrés, évidemment. Donc, vous voyez qu'il y a toute une progression dans cette énergie du Verseau. Surtout que pour cette pleine Lune, il y aura toutes les planètes seront beaucoup d'un côté, excepté bien sûr la Lune, là en disant que les planètes, bien sûr, sont les planètes et les luminaires, hein, pour faciliter. Donc, pas mal tout dans le ciel se trouvera d'un côté entre Mars qui est en Sagittaire jusqu'à Uranus en Taureau. Donc, il y aura toutes les planètes, pas mal tout ce qui se trouve dans le ciel sera de ce côté-là, donc du zodiaque. Et en face, la Lune sera un peu seule en Lion. Donc ça, c'est un moment particulier parce que ça indique vraiment que tout le travail qui se passe autour du Verseau, puis on avait relié le travail qui se passe en Capricorne avec le travail en Verseau, tout ça donc aura un gros euh, continuera en fait. C'est comme une progression de ce travail-là. D'ailleurs, dans cette fameuse pleine lune, il n'y a pas d'aspect très puissant. Il n'y aura pas donc de gros carrés ou des trigones vraiment précis, super costauds, des choses comme ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'aspect majeur. La seule petite chose qu'on pourrait voir, c'est du côté de Vénus, qui est entouré, qui est très près de Chiron, donc en conjonction avec Chiron. Ça se trouve en tout début bélier, là, 1-2 degrés bélier. Et donc la fameuse Vénus avec Chiron, puis aussi, dépendamment de la lune noire qu'on utilise, hein, vous savez qu'il y a trois sortes de lune noire, hein. Ben, il y en a plus, mais disons les trois principales, les plus connues, sont la lune noire ou l'élite, hein, des fois on va l'appeler la lélite, corrigée, la lélite ou la lune noire, moyenne, et aussi la lélite ou lune noire euh, vraie, en fait. Donc trois sortes. Moi ici, j'ai utilisé la moyenne, mais je sais qu'il y en a qui travaillent avec différentes lunes noires, etc. Donc elle va bouger. De toute façon, la lune noire, la Lilith, ce n'est pas un point qui est vraiment c'est un point un peu fictif, hein. On pourrait faire une capsule sur le sujet, mais je vais pas m'attarder sur ça trop. Mais c'est pour dire que si on utilise en tout cas la lune noire, la Lilith moyenne, on a vraiment une conjonction là, Vénus avec la lune noire et Chiron. Je sais que je parle très peu souvent de Chiron, lune noire, ça fait un peu partie en fait de euh, presque de mes valeurs, en fait, de rester le plus possible attaché aux planètes et bien sûr aux luminaires pour les interprétations, parce que c'est quand même de là que viennent les plus grandes forces, les plus grandes énergies, et puis que si on creuse dedans, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Quand même, dans ce cas-ci, c'est intéressant parce que les deux là sont en conjonction avec Vénus en tout début du signe de Bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Donc, c'est vraiment le début d'un cycle au niveau de Vénus. Et on sait que Vénus, si vous avez regardé la capsule de l'année, hein, de l'année 2020 que j'ai faite, si vous l'avez regardée, vous savez que Vénus a un rôle tout à fait spécial dans cette année. C'est la seule planète relativement rapide, incluant Saturne, Jupiter donc, qui ne traverse pas le signe du Capricorne cette année en 2020. Et elle aura un rôle vraiment d'inspiratrice, un clin d'œil, un peu comme cette âme sœur qui nous fait des clins d'œil un peu toujours, ou l'âme sœur ou notre nature supérieure, là, si vous voulez le voir autrement. Il y a différentes façons de voir ça. Mais bon, vraiment une énergie, un grand clin d'œil d'amour qui nous vient d'un point de vue très élevé. Donc Vénus aura toujours ce rôle au moment
de l'année 2020. Et elle va souvent, souvent soutenir des moments cruciaux où il y a des aspects très forts, souvent bien sûr en Capricorne. Et donc Vénus a ce rôle particulier. Et là, elle lance dans le signe du Bélier, donc ça fait vraiment une nouvelle énergie. En plus, dans le signe du Bélier, Vénus est en exil, donc elle apporte cette fraîcheur au signe du Bélier. C'est extraordinairement intéressant. La force de Vénus en Bélier, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça a représenté beaucoup, on va dire, la fraîcheur, par exemple, des bourgeons du printemps, qui a une beauté dedans. La force majeure du printemps, évidemment, c'est le bélier, vous savez, qui commence le printemps. Hein. Et donc, on va associer beaucoup le bélier au début du printemps. Et la force majeure de cette énergie, c'est que la vie sort. La vie, il y a une éclosion de la vie perce, la vie est très puissante et elle sort de partout dans la nature. Mais Vénus vient apporter dans ce signe où elle est en exil aussi la fraîcheur, la beauté, la tendresse du printemps qui nous charme tellement, qui est tellement belle, mais qui est très pure, c'est magnifique Vénus en bélier, vraiment c'est très beau. Et donc le fait qu'elle, dans son entrée dans le signe du bélier, elle est en conjonction avec cette fameuse lune noire et Chiron, les deux en même temps, c'est quand même intéressant. Je ne vais pas trop m'allonger sur cette interprétation, mais on voit qu'il y a un sens tout particulier, en tout cas dans son positionnement, et qu'elle a quelque chose de très important à ce niveau-là. Donc voilà, donc très peu d'aspects majeurs. Donc on voit que c'est vraiment une suite de la nouvelle lune qui, elle, avait des aspects très forts. Voilà la nouvelle lune là, du 24 janvier. Donc voyons un petit peu cette suite de choses. Et donc, moi, je voulais vous partager aujourd'hui un peu une prise de conscience que j'ai eue lors d'une méditation hier, en fait, très récemment. Mais bon, il y en a souvent, là, il y a toutes sortes de choses, il y a toute une évolution. Et souvent, en fait, pour moi, ces éclaircissements-là, dans ma vie, viennent beaucoup, justement, du travail avec les aspects astrologiques, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se place là-dedans, qui influence toutes sortes de choses dans la vie. Et là, finalement, les compréhensions montent quand on leur donne un peu de temps pour qu'elles puissent un peu justement se montrer. Donc, souvent, c'est dans les moments de méditation, de réflexion, dans les rêves, dans tous ces moments où on est un peu plus réceptif. Donc, justement, par rapport à cette suite où vous vous rappelez dans le signe du Verseau, ce qu'on avait dit pour la nouvelle lune du 24 janvier, il s'agit d'aller trouver comment fonctionne justement cette ère du Verseau. Et comme cette énergie de compréhension du Verseau ne fait que grandir depuis le 24 janvier jusqu'à cette pleine lune du 9 février, ben effectivement, les messages, on les reçoit maintenant, en fait, au moment où je fais la capsule, là, c'est le moment où les messages sortent les uns après les autres. Et il y en a un que justement je voulais vous partager, comment cette ère du Verseau nous propose une nouvelle façon de gérer les choses, un nouveau gouvernement, et à quel point c'était beaucoup relié à notre nature supérieure, et non simplement à un nouveau combat, une nouvelle révolution qui serait quelque chose d'un peu trop basique en fait pour le signe du Verseau dans sa pleine puissance, dans sa pleine force. Donc, et justement, le sujet en question traite exactement des aspects qui sont présents lors du 9 février, lors de cette pleine lune. Parce qu'on a cette conjonction de Vénus, on a aussi une conjonction qui continue, qui se poursuit évidemment, c'est Saturne-Pluton en Capricorne. On le sait, c'est le gros aspect de cette année, Saturne qui fait tous ses aspects avec Pluton, après avec Jupiter aussi en Capricorne pendant l'année 2020. Donc cette conjonction Saturne-Pluton et Vénus qui nous fait des clins d'œil avec cette conjonction avec Chiron et la lune noire ou la Lilith, appelez-la comme vous voulez. Ben là, c'est la moyenne, là. Bon, on l'a déjà dit. Donc, voilà, c'est deux clins d'œil, alors que la lune, elle, est de son côté en Lion, le soleil continue le travail en Verseau, donc vous voyez un petit peu toutes les énergies qui se trament. Bon, là, c'est sûr que je prends surtout des termes astrologiques. Rentrons maintenant dans quelque chose qui justement va traduire un peu ce langage astrologique. C'est un peu le but quand même de la capsule. Allons-y. Donc, voilà. On a fait une méditation sur la paix. Et la paix, c'est quelque chose de très grand qui nous dépasse. C'est un but, la paix, qui arrive sur le chemin d'évolution. Là, c'est vraiment quelque chose qui arrive pas nécessairement au début. Il faut s'exercer beaucoup, il faut se connaître énormément pour arriver à un état de paix réel où on se sent vraiment bien, où cette paix se place dans tous nos corps. Cette paix se place entre nous et tous ceux qui nous entourent. Cette paix vraiment grandit et prend des proportions immenses et c'est vraiment un peu comme un but à atteindre. Et si il y a certaines personnes qui vont travailler là, de différentes façons avec la paix
pour moi, quelque chose auquel je me rattache beaucoup, c'est Melchizedek, en fait, qui est un être qui garde, c'est le roi, en fait, de la justice et de la paix. Et c'est lui qui garde beaucoup, beaucoup cette possibilité, cette vision, ce vécu, cette force de la paix. Il travaille énormément avec ça. Et pourquoi? Parce que justement, bon là c'est très ésotérique on va dire, là, mais Melchizedek, on va le prendre au niveau symbolique, puis pour ceux qui travaillent déjà avec cette énergie, ça va être formidable, et pour ceux qui ne la connaissent pas, ce n'est pas grave, on le prend au niveau symbolique et après on travaille avec et on agrandit un peu notre compréhension. Et donc, voilà. Donc Melchizedek veille beaucoup sur l'équilibre des deux principes parce que lui, en fait, n'a pas besoin de s'incarner. Et vous vous rappelez, on avait parlé un petit peu de l'âme sœur, de ses clins d'œil de Vénus, etc. Dans l'incarnation, il y a justement, pas nécessairement une séparation ou une scission, mais il va quand même avoir deux parties de notre vécu. On entre dans un corps physique, donc on entre dans, en général, au niveau ésotérique, on va dire qu'on passe le fleuve de l'oubli. Et en faisant ça pour l'incarnation, et on arrive dans un corps de bébé, eh bien, on oublie à peu près tout ce qui se passe dans ce grand plan de l'âme. Et en fait, l'âme, on oublie vraiment son existence. Quand on est bébé, souvent, on va rester connecté à certaines réalités subtiles, mais malgré tout, toute cette clarté du fonctionnement de l'âme, etc., on le perd énormément. Et plus on grandit, plus on va vers l'âge adulte, eh bien, plus il y a un détachement vraiment de cette nature qui se fait. Et en gros, dans l'incarnation, on plonge dans une partie de nous qui n'est pas reliée tellement à notre nature supérieure, à notre âme. Et donc, on est dans un corps. Souvent, on va être très ignorant en fait de tout ce qui se passe dans la création. Il faut tout apprendre pas à pas. Parfois, ça vient un petit peu plus vite, parfois c'est plus long. Donc, il y a différentes façons après d'aller chercher les éléments que ça nous prend pour arriver justement à une réelle paix. Et donc, voilà, on passe ce fleuve de l'oubli, donc on est coupé de tous les éléments de l'âme qui sont les éléments de notre nature supérieure. Et justement, Melchizedek est un être qui ne s'incarne pas. Et donc, qui ne passe pas ce fleuve de l'oubli. Et donc, qui n'est jamais coupé de la réalité de l'âme et de la réalité justement des deux principes dans sa pleine force. Et en passant, au niveau astrologique, là je dis Melchizedek, hein, mais on pourrait, il y a Markandé, il y a toutes sortes de façons de parler de cet être qui ne s'incarne pas et qui veille sur la paix. Le nom que j'utilise, ce n'est pas crucial pour ceux auxquels ça ne dit rien du tout. Vraiment, ne vous attachez pas à ça et surtout ne vous limitez pas à ça. C'est l'idée qui compte. Et donc, cette fameuse présence qui ne s'incarne pas et qui reste reliée en permanence aux deux principes. Et quand on dit deux principes, ça va toujours être l'idée du masculin et du féminin, de l'émissif, du réceptif. Et il y a plein de déclinaisons jusqu'au niveau le plus élevé. Ce qu'on va percevoir, en tout cas en tant qu'être humain, ça va être la Mère divine, le Père céleste. Mais déjà, pour arriver là, pour avoir une réelle vision de ça, qui n'est pas juste une image étrange ou parfois même dogmatique, il faut quand même, faut travailler là. Il faut s'élever pour aller chercher ça. Et tout le monde essaie d'éclairer le plus ses compréhensions, idéalement. Si on recherche vraiment la paix, c'est un peu le travail à faire en fait. Il faut arriver vraiment à mettre ces réalités-là en lumière pour arriver à les comprendre. Mais bon, c'est tout un travail, ça prend du temps. Évidemment, moi, je ne dis pas que je suis arrivé. Chaque jour, je fais des efforts pour éclairer ça le plus possible. Et tranquillement, ça s'améliore doucement. Mais c'est un grand, grand travail. Bon, là-dessus, on est au clair. Et donc, ces fameux êtres qui ne s'incarnent pas et qui restent reliés à cette réalité, c'est comme s'il reste relié en fait en permanence. Lui, son âme sœur, il ne la cherche jamais. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en contact avec cette âme sœur quelque part. Ça veut dire cette nature supérieure qui est loin de nous. Nous, quand on est sur Terre et on a passé le fleuve de l'oubli, eh bien, effectivement, l'âme, il y a plusieurs personnes, par exemple, qui ne croient pas même que l'âme existe. Il y a un côté qu'on va dire ils vont dire terre à terre, mais en réalité, c'est un non-approfondissement du côté terre à terre, parce que le réel côté terre à terre va aussi découvrir ça. C'est juste que
pour l'instant, on n'est pas vraiment arrivé au niveau scientifique à vraiment bien le comprendre. Certains vont dire que oui, mais comme on ne peut pas convaincre tout le monde encore aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'y est pas encore exactement. Et donc, voilà, c'est un peu pour ça que finalement, c'est pour montrer à quel point on va être coupé justement de notre âme sœur, de cette partie de nous qui vit encore dans ces sphères de lumière, qui n'a pas passé justement le fleuve de l'oubli et tout. Et cette partie de nous, très élevée, va parfois se manifester à travers certaines personnes. Et c'est là que l'idée de l'âme sœur, où vraiment on va rencontrer l'âme sœur, c'est presque un mythe, hein, cette énergie-là. De rencontrer l'âme sœur, ben souvent, c'est que cette énergie divine va passer à travers quelqu'un, souvent du sexe opposé, et qui va nous faire rêver. C'est là qu'on va vraiment tomber en amour. On va aimer cette personne, mais d'une façon extraordinaire. Et c'est ce qui se passe, en fait, c'est notre âme sœur qui passe à travers cette personne, qui a été capable, elle, de faire passer cette énergie de l'âme sœur, et il y a un déclic extraordinaire, et on est en amour de façon magnifique. Et quand ça arrive des deux côtés, quand l'âme sœur passe à travers l'autre, notre âme sœur passe à travers l'autre, et que nous, on est capable de refléter l'âme sœur de l'autre, eh bien, ça fait un amour très, très grand, très puissant. Après, évidemment, il faut être capable de stabiliser ça et rester dans des vibrations où cette âme sœur peut continuer à travailler avec nous d'un côté comme de l'autre. Hein? Donc, c'est le travail qui continue dans les couples. C'est pour ça que très souvent, il y a un coup de foudre au début, très intense au début, un certain temps, et là, finalement, la vie nous rattrape, souvent on dit. Et en fait, quand la vie nous rattrape, ce qui se passe, c'est que on s'éloigne de cette vibration où l'âme sœur de l'autre peut vraiment passer à travers nous, et qu'on peut vraiment donner quelque chose qui répond à tous les besoins de l'autre, en fait, et qui tombe en amour, mais il ne peut pas faire autrement parce que c'est ce qu'on recherche le plus, cette force, cette vie divine. Et donc, cette force-là, c'est ce que l'on recherche le plus. Et donc, si on s'éloigne de ce niveau de vibration où on peut faire passer cette énergie, eh bien, effectivement, l'amour va diminuer et c'est là que toutes les ruptures, qu'il y en a de plus en plus, hein, des ruptures, il y en a beaucoup, et donc c'est là que les ruptures vont s'opérer les unes après les autres. Il y a des histoires karmiques là-dedans, tout ne se limite pas à l'explication que je viens de donner, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête et à connaître qui est extrêmement important. Et donc tout ça pour expliquer que justement cette présence qui veille, qu'on dit qui est le roi de la justice et de la paix, ça veut dire qu'il veille sur cet esprit de paix, eh bien, c'est un être qui en permanence est connecté à cette nature supérieure qui ne connaît jamais la disconnexion, en fait la séparation de cette force puissante duquel tout le monde est prêt à tomber en amour, parce qu'en fait c'est comme notre âme et que quand on touche cet amour, quand on touche cette énergie, on se sent complet, on se sent un. On n'est plus à la recherche de quelque chose qui nous manque éternellement. Tous ceux, par exemple, qui sont à la conquête de je ne sais trop quoi, de toutes sortes de choses, en réalité, ils savent que quelque chose leur manque. Ils sont à une conquête éternelle de différentes possessions, différentes choses qu'ils vont vouloir. Évidemment, ça ne remplira jamais leur soif, leur besoin de quelque chose qui leur manque, parce que la chose dont on a soif éternellement, c'est ce qui nous fait sentir complet, c'est ce qui nous rapproche en réalité de la Mère divine, du Père céleste, et qui fait qu'on se sent complet. Et c'est justement cette âme sœur ou cette partie de nous, en réalité, qui est complètement divine. Il y a quand même une partie par rapport à l'âme sœur où pour certaines personnes, mais en général, ça va être des personnes extrêmement évoluées, ils peuvent, dans une incarnation, rencontrer l'âme sœur qui s'incarnerait dans quelqu'un. Et ça, c'est une notion, personnellement, qui me dépasse. Et c'est quelque chose d'extrêmement rare. Et donc, c'est une notion que je garde en grand, grand respect, que j'espère un jour connaître mieux, mais effectivement, qui me dépasse totalement parce que ça touche quand même des dimensions très grandes. On dit en ésotérisme qu'il y a 12 rencontres comme ça, 12 incarnations. On va rencontrer vraiment physiquement notre âme sœur, ou cette partie de nous, cette partie vraiment de l'âme de nous va vraiment s'incarner, on va la rencontrer. C'est une notion effectivement qui me dépasse et on dit, oui, comme je me répète un peu, que ça va arriver 12 fois. Et quand ça arrive, on dit aussi qu'il y a une empreinte qui se met pardon, dans notre colonne vertébrale parce que ça touche vraiment notre être d'une façon tout à fait spéciale.
Ça, c'est des choses qui me dépassent encore une fois. Je ne vais pas m'étendre sur ça parce qu'effectivement, c'est une autre ligue à laquelle, pour l'instant, effectivement, je n'ai pas le vécu qui me permette d'en parler. Donc, je ne m'étendrai pas. Mais ce sont des sujets captivants. Je le dis simplement pour ceux qui nourrissent l'idée de rencontrer quelqu'un là, incarné qui serait leur âme sœur, là, vraiment leur âme sœur, eh bien, voilà. Je voulais juste donner un peu une perspective que c'est un sujet qui existe, donc effectivement, on peut lui rêver, effectivement, ça peut nous inspirer énormément, et tant mieux si ça le fait. Par contre, c'est très bon de voir où est-ce que ça se place et à quel point il y a des chances que ça nous arrive dans cette vie-ci ou pas. Voilà, de bien placer ça. Et par contre, de constater que les chances que l'on rencontre quelqu'un en amour qui qui soit capable de, de faire traverser à travers lui les énergies qui correspondent à notre âme sœur, ça c'est plus commun et ça c'est très très possible. Et si on cherche cette chose, il y a de très 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 grandes chances. En fait, si on veut l'amour, il y a de très grandes chances que ça nous arrive. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'on voit qu'on s'éloigne un peu là, de la pleine lune. En fait, c'est très 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 connecté parce que on se rend compte que l'état de paix, et donc parce que le Verseau nous amène vers une gestion, vers un nouveau gouvernement qui, idéalement, apporterait justement la paix dans le monde, la paix dans notre monde, parce qu'il demande que l'on se connecte à cette nature supérieure. On se rappelle que le Verseau fait face au lion, le lion qui vient vraiment représenter la personnalité, qui prend toute une place. On peut aussi pousser le signe du lion, évidemment, d'un côté plus élevé. Là, je choisis de le montrer de cette façon pour la compréhension qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, va représenter le lion, cette nature forte, on a parlé des présidents actuels qui, plusieurs en tout cas, vont vraiment représenter ça, là, une personnalité très 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 forte qui se prend un peu pour le nombril du monde d'une certaine façon, quelque chose de très fort. Et donc le Verseau en face ne montre pas qu'une collectivité doit détruire cette façon de vivre, cette façon plutôt de représenter le pouvoir et de tomber dans le même moule après. Ça représente vraiment le Verseau, on dit souvent l'ange, et donc cette capacité à se connecter à notre nature supérieure et à prendre des décisions de cet endroit. Donc beaucoup plus froid. D'ailleurs, c'est le centre de l'hiver, le fameux signe du Verseau, le signe fixe d'air. Donc c'est le signe fixe de l'hiver, donc qui vient vraiment nous montrer ces énergies-là. Donc, voilà. Donc tout ça pour dire que cette gestion du Verseau nous amène, nous rapproche d'une énergie de paix. Et donc, pour comprendre ce qu'est la paix, c'est très bon d'aller voir justement cet être qui représente le gardien de la justice et de la paix. Et comme par hasard, c'est un être qui est relié sans arrêt à cette nature divine, qui n'a jamais d'interruption entre sa nature supérieure, sa nature divine et lui-même. En fait, il garde cette énergie et c'est pour ça qu'il peut garder la paix. Et là, derrière ça, il y a un secret énorme et c'est là qu'on arrive. C'est ça qui est intéressant. C'est que justement, la paix, c'est un équilibre entre les deux principes. On dit souvent le bien et le mal. Il y a ces deux principes de cette façon. Mais ces deux principes vont aussi se refléter entre masculin-féminin et donc aussi homme-femme d'une certaine façon. Évidemment, à l'intérieur de chaque personne, il y a un côté masculin, un côté féminin, un côté émissif, un côté réceptif. Et donc, il y a beaucoup de déclinaisons de ça. Mais dans l'essence, c'est pour ça que je parle autant d'amour. Et aussi, je parle aussi beaucoup de l'amour parce que, évidemment, vous l'avez peut-être déjà pensé, c'est la Saint-Valentin qui va suivre juste après cette fameuse pleine lune. Et donc, on est dans cette énergie-là d'amour. Moi, je trouve ça très important, parce que l'amour, c'est quelque chose de vraiment important. Si on ne touche pas l'amour, la paix ne viendra jamais. En passant, c'est impossible. C'est pas parce qu'on se déconnecte de tout que l'amour va arriver. Et donc, voilà la compréhension qui s'en vient pour justement ce moment de pleine lune, celle qui est en train déjà de se placer depuis la nouvelle lune du 24 janvier et qui augmente, augmente, augmente. Et voilà, c'est que pour atteindre la paix, ça prend justement l'amour, ça prend cet équilibre entre les deux principes, entre l'homme et la femme. Et je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais des gens qui font la guerre, très souvent, ce sont des gens qui ne sont pas en amour. Ce sont des gens qui ne sont pas dans une histoire d'amour
extraordinaires. Très souvent, ce sont des gens qui sont troublés énormément en eux-mêmes, leur équilibre entre masculin et féminin, leur amour pour eux, leur compréhension de ça, jusqu'où ils peuvent le vivre et l'amener, est souvent très, très limité. Quelque chose de très bas, euh, souvent en guerre en eux-mêmes, parfois relié et très souvent à leurs parents, leur vécu avec leurs parents, qui sont nos premiers modèles en passant, du masculin-féminin, nos parents. Et donc, cette balance, justement, entre l'homme et la femme, d'une certaine façon, et le masculin-féminin, ce sont nos parents qui nous montrent cette première empreinte. Donc, très souvent, cette première empreinte, pour les gens, pour des gros lions un peu étranges, ou pour aussi ceux qui ont fait des grandes guerres, ça vient souvent d'un débalancement de ces... En fait, pratiquement, le point, le message un peu aujourd'hui, c'est justement de dire que ça vient beaucoup, beaucoup d'un débalancement entre les deux principes et on va faire la guerre. On va mettre ça dans le bien et le mal. Mais en réalité, le bien et le mal, ça sort d'où? C'est beaucoup une vision entre ces deux principes, homme, femme, masculin, féminin, qui s'affrontent éternellement et qui ne se comprennent pas et qui ne se donnent pas ce qu'ils devraient se donner. Hein? C'est vraiment ça le sujet, le nerf de la guerre. Ben, en fait, c'est ça. C'est cette force-là qui est toujours à la source. Et les personnes qui vont priver d'autres, qui vont conquérir, qui vont battre, ce sont des personnes qui ne vivent pas l'amour et donc que leurs deux principes en eux ne sont pas accordés. C'est extrêmement important et c'est justement pour ça que cet être qui ne s'incarne pas, que moi j'appelle Melchizedek, mais on pourrait donner toutes sortes de noms, hein, dépendamment comment on a appris justement les sciences ésotériques, eh bien, cet être, c'est pour ça qu'il peut veiller et garder l'esprit de la paix, parce que lui est toujours connecté à ces deux principes qui en réalité sont reliés à notre nature supérieure, à notre nature inférieure, qui est reliée en fait à cette âme sœur auquel on doit se relier. Et en réalité, la paix est possible si, je vais dire l'homme d'un côté et la femme de l'autre, si les deux prennent vraiment, et c'est ça, et c'est là qu'on touche la conjonction Saturne-Pluton, si l'homme et la femme, chacun de leur côté, prennent responsabilité de leur plein pouvoir et le manifestent. Et ça peut sonner un peu drôle, mais c'est extrêmement important. Parce que quand la guerre arrive, c'est que soit d'un côté, c'est-à-dire du côté masculin ou du côté féminin, il y a un des partis qui ne prend pas son pouvoir et qui ne vient pas donner ce qu'il a à donner. Et quand on n'utilise pas ses forces, parce que tout le monde a un pouvoir, hein, quand on n'utilise pas son pouvoir et qu'on ne le donne pas, vous savez, il y a le côté matriarcal et le côté patriarcal. S'il y en a un des deux qui ne donne pas sa force, sa gestion, qui ne gère pas son pouvoir à lui, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Quand on n'utilise pas quelque chose, tout de suite, il y a, on va dire, des entités ou des forces qui n'attendent que ça, en fait, le potentiel des humains, qui viennent se nourrir de ça, viennent pousser ça dans une direction ou une autre, mais souvent, ils viennent faire la bisbille, parce que plus il y a de bisbille, plus il y a de guerre, plus ils peuvent se nourrir après, plus ça grossit, et plus ça entraîne justement des guerres. Et donc, et on le sait, hein, vous laissez un peu de nourriture sur le côté, il y a les fourmis qui viennent, ou toutes sortes d'insectes, ou toutes sortes de bactéries, de moisissures, qui viennent s'en nourrir tout de suite. C'est la même chose, c'est une nourriture. Ce pouvoir de l'être humain que l'on a tous dans nos mains, donc de vivre justement notre force émissive, notre force réceptive en pleine responsabilité, c'est là, c'est sur ce travail qu'on peut commencer à toucher, à faire les premiers prémices pour que la paix vienne. Et c'est ça la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne de ce moment qui est tellement importante. C'est d'aller faire face, parce qu'en passant, cet être qui ne s'incarne pas en astrologie est relié à Pluton. Je le dis comme ça. Pluton, c'est une planète très, très, très mystérieuse, hein, qui a beaucoup de choses dedans. Donc, ce fameux Saturne-Pluton en conjonction, et on sait que Jupiter approche à grands pas, ça fait partie des messages qu'il nous donne en ce moment. Et donc, que chacun, que homme, femme, prenne sa position. Et là, souvent, on va dire, oui, mais c'est déstabilisé. Pour l'instant, ce n'est pas équilibré. Les hommes ont le pouvoir, les femmes n'en ont pas. C'est quelque chose comme ça dans la société qui est montré. Et ça, c'est presque à l'échelle planétaire. Il y a quelques exceptions. Disons que les civilisations, plutôt disons,
les développements matriarcales sont extrêmement rares en ce moment sur Terre. Et effectivement, c'est comme si le masculin a beaucoup de pouvoir et le féminin en a moins. En tout cas, c'est en apparence ce qui se passe. Eh bien, il faut un petit peu plonger dans ce sujet et voir où est le pouvoir de la femme, où est le pouvoir du féminin, où est-ce qu'il se trouve sa force. Parce que comme toujours, le sujet n'est pas que les femmes deviennent des hommes, parce que c'est là que le pouvoir se trouve, et on veut leur donner un pouvoir, donc on leur donne un pouvoir qui correspond au pouvoir des hommes. Et là, c'est un sujet extrêmement délicat. Hein. Je sais qu'il y a toutes sortes de points de vue sur ça, mais attention, c'est important de plonger là-dedans et aussi de considérer qu'en nous-mêmes, on a tous un côté quelque part homme et un côté femme, un côté masculin, un côté féminin, un côté émissif, un côté réceptif, mais que quand même, les femmes, c'est certain qu'elles ont une force, mais exceptionnelle, au niveau que moi j'appelle émotionnel. Donc au niveau de placer des lignes par rapport aux émotions. Donc de choisir presque quelles émotions on va vivre. Le pouvoir de la femme, donc ce Pluton, hein, donc cette force-là, qui revient aux femmes, d'aller placer des lignes émotionnelles à travers un sourire, à travers une... C'est incroyable, hein? La puissance des femmes chez les hommes, c'est tellement sous-estimé. Là. Il y a certains groupes de musique hein, qui ont parlé de ça, le pouvoir des femmes, puis souvent ça va tomber dans la sensualité, le charme, etc. Mais en réalité, ça c'est une version, mais tellement petite du pouvoir de la femme. Effectivement, souvent c'est efficace, mais il y a beaucoup plus grand comme force spéciale de la femme que l'homme. Ça ne lui est pas accessible. La femme peut, par son comportement, mais c'est toujours pareil, hein, pour l'homme c'est pareil, hein, c'est son comportement, c'est ses émanations, c'est ses actions, tout ça, c'est toujours la même chose. Par sa vie, par ses émanations, par son travail, ses actions, tout ça, par déjà les propres sentiments qu'elle a, elle peut, elle peut influencer très, très, très fortement et presque choisir, en fait. Elle a le pouvoir là, de choisir quelles sont les émotions qui vont être vécues euh, par les gens autour d'elle, spécialement les hommes qui, eux, au niveau émotionnel, sont très réceptifs. Et ça, c'est un pouvoir qui est extrêmement sous-estimé parce que déjà, on sous-estime que ben, les émotions, souvent, on en parle très peu. Mais si vous pensez à la guerre, est-ce que la guerre n'est pas bourrée de décisions euh, prises émotionnellement? Presque tout le temps, ça vient de là, en fait. Presque tout le temps, les guerres viennent du fait que les femmes n'ont pas, n'ont pas eu confiance en elles, n'ont pas eu suffisamment l'éducation, la compréhension pour voir que par leur travail, par leurs émanations, par leur sourire, leurs décisions, tout ce qu'elles font, tout ce qui vient de la femme est tellement puissant pour influencer les émotions des hommes autour d'elle. Et vraiment, bon, je le dis comme ça peut sembler petit, ça peut sembler à côté du pouvoir des hommes, qui va être beaucoup plus physique, puis même aussi mental en général. Euh, et là, ça peut sonner super cliché. Si ça blesse des gens, je m'en excuse. Mais prenez du temps pour penser à ça. Pensez-y 2 minutes. Et je sais qu'il y a énormément de guerres, beaucoup de femmes qui veulent se réapproprier leur pouvoir. Et très souvent, elles le font malheureusement en allant jouer sur le terrain du pouvoir qui, à la base, est plus placé pour les hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas capables de le faire. Hein? Et c'est toujours comme ça. Mais le plus important pour replacer cette dynamique de pouvoir entre hommes et femmes et cette guerre éternelle qui se passe là, dans l'humanité, il y a des guerres partout, c'est, moi je trouve, en tout cas le point pour moi qui est en ce moment celui qui s'éclaire le plus et celui que je veux partager le plus, c'est que les femmes voient que par leur comportement, elles peuvent décider des émotions que les hommes vont vivre. Et bon, ça sonne énorme, en même temps parfois pour d'autres ça peut sonner petit, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, très très sous-estimé. Vraiment, vraiment, les hommes sont extrêmement sensibles à ce que les femmes émanent, et je sais qu'il y en a plein qui vont penser que ce n'est pas vrai, mais détrompez-vous,
Le pouvoir des femmes à ce niveau-là est gigantesque. Et il faut l'utiliser pour le bien. Hein. Moi, j'en parle là, j'ouvre cette porte. Évidemment qu'il faut l'utiliser pour le bien. Évidemment, il faut l'utiliser pour la paix. Parce que si on l'utilise mal, attention, parce que les hommes aussi ont leur pouvoir et la guerre va continuer. Donc, il faut que chaque partie utilise son pouvoir pour la paix, pour l'amour, pour justement ce contact avec cette nature supérieure. Il faut que la femme, par ses émanations, par sa force, ses actions, tout ça, éveille des émotions chez l'homme qui l'amènent vers sa nature supérieure, vers son âme sœur, vers toute cette lumière qu'on recherche. Et si on connecte ces deux-là, on reconnecte les deux principes, et là, c'est possible d'avoir accès à la paix. Si d'un côté ou de l'autre, et si on veut parler un peu du pouvoir de l'homme, en général, c'est très classique, c'est celui qu'on imagine le plus quand on pense au pouvoir. Donc le pouvoir au niveau physique, hein, la force de l'homme au niveau physique, c'est une évidence. Et donc, il y a déjà ce côté-là, hein, mais il y a aussi le pouvoir mental qui est plus relié à l'homme, au côté masculin dans la structure, et donc justement au niveau gouvernemental. Hein, quand on dit toutes les raisons pourquoi il y a des grandes différences, par exemple, dans les métiers. Pourquoi il y a des métiers qui vont être plus, tu sais, le gros cliché qu'il faut absolument corriger. Hein. Moi, je ne veux pas du tout encourager ces différences-là là, entre hommes et femmes, hein, ces injustices, carrément. Eh bien, ça vient parce que au niveau physique et mental, en général, c'est une polarisation beaucoup plus masculine. Là, maintenant, comme c'est très valorisé, finalement, ça finit par s'équilibrer et beaucoup de femmes vont développer leur côté masculin beaucoup. Ce qui est correct, hein? C'est pas quelque chose de grave du tout. En gros, il faut tout développer de toute façon dans notre vie. Donc, qu'on développe l'un ou l'autre, c'est correct. Le gros problème, c'est que, comme le pouvoir des femmes, celui que j'ai nommé là juste avant, n'est pas très valorisé, eh bien, les hommes, eux, très rarement vont développer leur pouvoir féminin. Vous voyez un peu ça? C'est un vrai drame. Parce qu'on va dire, oui, oui, tout le monde est égal, mais on va dire tout le monde est égal avec la vision qu'on pense seulement au pouvoir masculin, pouvoir de gestion, de ci, de tout ça, et, euh, et du coup, on dit oui, les femmes aussi ont accès à ce pouvoir, ce qui est vrai, c'est tout à fait vrai. Par contre, le drame, c'est qu'on ne souligne pas le pouvoir féminin, et donc de choisir les émotions que l'on vit, de pousser certaines émotions, et de déclencher des émotions dans son entourage, et donc les hommes, jamais, eux, vont avoir ce réflexe de dire, nous aussi, on a le pouvoir des femmes. Parce que le pouvoir des femmes n'est pas regardé. Quand je dis le pouvoir des femmes, je parle du pouvoir féminin. Je parle de cette force-là. Et donc, c'est un sujet super important. Et j'espère que vous n'entendez pas dans mes paroles des propos sexistes, là. Vraiment, vraiment loin de moi ce genre d'idée. Mais voyez l'urgence de replacer le pouvoir des femmes et espérons que de plus en plus de femmes vont s'éveiller, vont se tenir et vont déclencher des émotions positives qui relient l'humanité autour d'elle à, à cette nature supérieure, aux âmes sœurs de chacun, à l'amour en fait. Et pour arriver à l'amour, il faut que chacun des deux côtés, masculin et féminin, utilise leur pouvoir, valorise leur pouvoir et l'utilise. Si on n'utilise pas un de ces deux pouvoirs-là, eh bien, ce sont des entités qui s'en emparent, des entités souvent négatives, hein, qui vont s'emparer de ça parce que ce n'est pas consacré. Donc, c'est un peu sombre. Quand c'est sombre, on sait que c'est des entités plus sombres qui y vont. Et donc, du coup, qui vont utiliser ces énergies et qui vont pousser des boutons chez les gens autour de nous qui vont créer des guerres. Parce que entre les deux principes, c'est complètement débalancé. Voilà. Donc, c'est un peu la conjonction Saturne-Pluton qui nous montre ces choses-là, qui nous parle du pouvoir. Saturne en Capricorne, chez lui, on le sait, le gouvernement, tout ça, nous montre Pluton, c'est quoi? Ben, Pluton, un de ses symboles, c'est justement Melchisédek, c'est justement cet être qui ne s'incarne pas et qui veille sur l'esprit de la paix, où les deux principes sont toujours connectés, où lui n'a jamais quitté son âme sœur. C'est une fusion en réalité de ces énergies ensemble qu'il représente à un niveau très élevé. Et donc, c'est de cette façon, c'est grâce à cet équilibre entre les deux principes qu'il peut veiller sur la paix. Parce que la déclinaison bien-mal vient des deux principes masculin-féminin, homme-femme. Vous voyez? C'est pour ça que souvent, la femme a été diabolisée. Parce que c'est juste une déclinaison de ça, en langage ésotérique, etc. Et il y en a qui ont poussé cette vision-là d'une façon très nocive. Et je n'encourage pas ça. Hein. Surtout, ne me posez pas des propos sexistes, s'il vous plaît. Vraiment, j'essaie de parler d'un sujet très délicat.
le mieux que je peux. Donc, ce n'est pas facile, mais dans le sens que je le sens là, je les entends là, ceux qui vont me faire des critiques. Mais bon, voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Et moi, je voulais vous partager ça parce que c'est cette version de la paix qui se place surtout au moment de tout ce travail là, de la nouvelle lune, puis maintenant aussi de la pleine lune où le soleil se trouve en Verseau, évidemment la lune en Lion, hein. Mais c'est le même travail, c'est la suite de cette force de comprendre l'ère du Verseau davantage et vers quel genre de gestion est-ce qu'on se dirige, une gestion qui touche avec le Verseau notre côté supérieur, le côté un peu angélique, dans le fond, cette nature supérieure, cette fameuse âme sœur, où, bon, il y a plein de façons de le voir, hein, comme on dit. Mais je voulais un petit peu vous décrire ça davantage parce que cette énergie de paix, en ce moment, elle nous parle, elle est là, elle se montre. Vénus, là, hein, cette fameuse messagère pour l'année 2020, eh bien, entourée de Chiron, entourée de la Lilith, de la Lune Noire, c'est un petit peu ça qu'elle nous dit. Allez voir ce pouvoir de la femme, du féminin de Vénus. Allez le voir, touchez-le, connecter avec cette capacité d'influencer les émotions autour de nous et comprenez que les émotions, c'est le nerf de la guerre, c'est extrêmement important et que ça peut, que si on travaille avec cette énergie, de comprendre ça, cette force des femmes vraiment, prenez confiance en vous les femmes à ce niveau-là, hein, à place d'essayer de prendre une forme de pouvoir parfois qui ne vous correspond pas du tout, ça dépend de chaque personne, hein, mais vraiment surtout prenez confiance en cette force-là et ne pensez pas qu'elle ne vaut pas beaucoup, elle vaut énormément, en fait elle vaut tout et c'est ce pouvoir-là qui peut ramener, rééquilibrer doucement, ramener l'humanité vers une paix, vers l'âge d'or, vers des choses belles qui nous attendent, il faut y croire, il faut y aller. Voilà. Donc, pour vérifier à quel point c'est vrai, la Saint-Valentin arrive, pensez à tous ceux qui conduisent des guerres et qui font la guerre sans arrêt. Pensez-y, est-ce qu'ils sont réellement en amour? Qu'est-ce que vaut leur histoire d'amour dans leur vie? Où est-ce qu'elle se place? Quelle est leur recherche d'amour dans leur vie? Vous verrez que ça vient toujours d'un débalancement là, terrible au niveau homme-femme, masculin-féminin. Et vous le savez aussi, on dit aussi très très souvent en astrologie, hein, quand Vénus propose une énergie basse, Mars va suivre avec une énergie basse. Et quelle est l'énergie basse de Vénus? Très souvent, ça va être la sensualité, donc l'utilisation de la beauté de la femme dans un sens très, très, moi je dirais bas, là, vraiment, là, qui vient pousser ça. Eh bien, c'est ça une énergie Vénus basse en général. De l'autre côté, Mars, quelle est l'énergie Mars basse? Ben, celle qui fait la guerre, celle qui détruit. Donc, est-ce que voilà. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. J'espère que c'est suffisamment clair. Je sais que c'est pas nécessairement très facile d'accès, mais cette pleine lune, c'est un peu la croissance de toute l'énergie depuis cette nouvelle lune qui vient nous pousser là, à bien comprendre ça, à le vivre. Et moi, j'encourage surtout toutes les femmes, évidemment les hommes aussi, de se relier à cette énergie parce qu'elle est en chacun. Mais beaucoup, vraiment, de tout cœur, j'encourage toutes les femmes à voir cette force et à voir comment elles peuvent influencer la suite des choses. C'est gigantesque. Peut-être que j'ai limité un peu le pouvoir aussi là, de la femme de cette façon, mais vraiment, il faut voir un pouvoir féminin par contre. Commencez pas à me ramener un pouvoir masculin sur le pouvoir féminin. Il faut voir le pouvoir féminin. Tant qu'on essaie de voir une seule forme de pouvoir, vous savez, il y a la mère divine, il y a le Père céleste, mais il y a aussi la mère divine. D'ailleurs, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais vous savez, hein, la religion catholique a beaucoup enlevé le côté de la mère divine, hein. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle est où la mère divine? Donc, bon, il y a la Vierge Marie, mais bon, c'est comme pas dans la Sainte Trinité, étrangement. Donc voilà, pour dire qu'il faut arrêter de ne voir qu'un seul pouvoir qui est très masculin en réalité, hein. Si vous pensez au pouvoir aujourd'hui, ce qu'il y a dans la société, dans l'inconscient, ou parfois même dans le conscient de la société par rapport au pouvoir, c'est très très masculin. Arrêtez-vous 2 minutes et pensez-y, vous allez voir que c'est très vrai. Et maintenant, il faut arriver à voir où est-ce qu'il se trouve ce pouvoir féminin, le valoriser, surtout pour les femmes, mais les hommes aussi devraient travailler dessus quand même, parce que c'est bon de tout développer dans sa vie. Mais bon, au moins pour valoriser tout ça. Bon, j'arrête. Merci beaucoup. Je ne veux pas me répéter trop. Merci à tous d'avoir écouté.
J'espère que par rapport aux aspects, c'est relativement clair. Je l'ai expliqué surtout au début, mais vous voyez que tout ce que j'ai dit là, c'est vraiment justement de l'interprétation de ces aspects qui sont présents et le travail en tout cas que moi, j'entends proposer pour cette période de la pleine lune du 9 février et qui va bien sûr inclure la Saint-Valentin à fond. Hein? Et vous voyez qu'il n'y a pas de jeu là, de danse spéciale entre Mars-Vénus pendant cette Saint-Valentin. C'est un travail beaucoup plus profond qui va toucher cette énergie de pouvoir. La conjonction Saturne-Pluton est la conjonction la plus importante de cette fameuse pleine lune qui touche presque la Saint-Valentin. Donc, vous voyez que cette fois-ci, on va vraiment chercher cette dynamique de pouvoir. Et l'objectif, c'est quoi? C'est la paix. Parce que si on ne vit pas bien notre pouvoir, si on ne le prend pas, jamais on aura la paix. Parce que si on ne travaille pas bien avec notre propre pouvoir, d'autres énergies vont s'en emparer, qui vont pousser des boutons, souvent, presque toujours, de la guerre, et la paix ne viendra jamais. Et donc voilà, vous voyez bien que c'est ce travail avec les deux principes, Mars, Vénus, reconnaître les pouvoirs de chacun et bien les utiliser, avoir confiance en eux, avoir une vision de ce pouvoir de la mère divine, du féminin, une vraie vision d'un pouvoir différent que celui qu'on a en général dans la tête. Voilà, c'est ce qu'il faut cultiver pour un jour arriver à la paix dans le monde. Merci beaucoup d'écouter, d'apprécier, liker, commenter, partager surtout parce que c'est quand même un message intéressant, moi en tout cas qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, merci infiniment et à très bientôt pour d'autres capsules d'astrologie.